Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information au sommaire de l'actualité ce soir. Ce vendredi, un important lot d'équipements militaires modernes a été officiellement remis aux forces de défense et de sécurité lors d'une cérémonie solennelle présidée à Conakry par le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. Et puis en déplacement, le ministre de l'Énergie sur le chantier du barrage hydroélectrique d'Amaria, Laïsipou Kamara, s'est rendu sur le site des travaux de cet ouvrage de 300 MW. Enfin, direction Abidjan, plus précisément dans la cité culturelle d'Anoumabo, avec les échos du festival de musique urbaine. La structure Gao Production et la fondation Magic System chapeautent l'événement. Parmi les invités de cette année, l'humoriste guinéen Bapa Omar. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Ce vendredi, un important lot d'équipements militaires modernes a été officiellement remis aux forces de défense et de sécurité lors d'une cérémonie solennelle présidée à Conakry par le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. Cette nouvelle acquisition, fruit de la coopération militaire entre la Guinée et la Fédération de Russie, s'inscrit dans la dynamique de modernisation engagée par les autorités avec pour objectif renforcer les capacités opérationnelles de l'armée et garantir la sécurité du territoire national. Adjudant-chef Bakar Kamanou, il est correspondant de la presse militaire. Conformément aux objectifs principaux de la loi de programmation militaire 2021-2026, à savoir moderniser les équipements, améliorer la formation, assurer la défense du territoire national et renforcer les capacités opérationnelles, l'armée guinéenne poursuit sa dynamique de modernisation en se dotant d'équipements militaires de dernière génération. Ce vendredi 1er mai 2026, les forces de défense et de sécurité ont ainsi réceptionné un important lot de matériel militaire moderne et sophistiqué. La cérémonie de remise empreinte de solennité s'est déroulée à la base aérienne principale de Conakry sous la présidence du chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence Mamadi Doumbouya. Le président de la République avait à ses côtés le premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, le ministre de la Défense nationale Aboubakar Sidiki Kamara, ainsi que des membres du gouvernement, la haute hiérarchie militaire, le haut représentant du ministère russe de la Défense et l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République de Guinée, entre autres personnalités. Permettez-moi de vous transmettre les salutations amicales du président de la Fédération de Russie. La Fédération de Russie est disponible et prête d'échanger les compétences, les connaissances et l'expérience de la guerre moderne. Permettez-moi de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, de votre accueil chaleureux ici à Conakry. Composé de tenues militaires, des casques lourds, des gilets pare-balles, des rangesses, des drones ultra-modernes, ainsi que d'équipements de guerre, de surveillance et de défense aérienne, ce matériel s'inscrit dans le cadre de la coopération militaire entre la République de Guinée et la Fédération de Russie. L'acquisition de ces matériels traduit la volonté du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, de renforcer la montée en puissance de l'armée guinéenne dans l'accomplissement de sa mission régalienne, défendre l'intégrité territoriale et assurer la protection des populations et de leurs biens. L'histoire nous a appris qu'au lendemain de l'indépendance de la République de Guinée, le 2 octobre 1958, l'Union des républiques socialistes soviétiques a été l'un des premiers pays qui ont non seulement établi les relations diplomatiques et de coopération avec notre jeune république, mais également qui ont parrainé toutes les aspirations d'émancipation de la jeune république d'alors. Depuis lors, la coopération militaire figure au premier plan des secteurs prioritaires de ces relations entre les deux pays. Pour mémoire, les premiers équipements majeurs de l'armée de l'air, de la marine nationale, de l'artillerie, des blindés ainsi que leurs servants ont été le fruit de cette coopération qui a fait de l'armée guinéenne l'une des plus craintes de la sous-région. Aujourd'hui encore, plusieurs dizaines de bourses militaires sont accordées chaque année à la Guinée
pour la formation des spécialistes dans toutes les composantes des forces armées guinéennes. Aussi, la République de Guinée continue à s'équiper en matériel majeur moderne auprès de la Fédération de Russie. C'est en tenant compte de toutes ces réalités historiques et de la qualité des relations sans cesse dynamiques entre les deux États que le commandement militaire a tendu la main aux forces armées russes et que par la volonté de son Excellence M. Vladimir Poutine, ces matériels sont arrivés à la haute attention de son Excellence M. le Président de la République, chef suprême des armées, afin de renforcer les capacités opérationnelles de nos forces, soucieux de la paix, de la sécurité dans nos pays respectifs, mais également dans le monde. En cette phase d'émergence économique, à travers Simandou 2040 et de la montée en puissance de notre institution de défense face aux multiples menaces, la Fédération de Russie demeure un partenaire privilégié en matière de coopération militaire. Désormais mieux formée, entraînée, équipée et qualifiée, l'armée guinéenne sous le magistère du chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, redore son image et s'affirme comme une force respectée dans le concert des armées de la sous-région et du continent. Conformément aux instructions du président de la République Mamadi Doumbouya, les personnels militaires et paramilitaires renforcent leur vigilance et demeurent en alerte permanente, prêts à défendre le territoire national mètre par mètre, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Au terme de la cérémonie, son Excellence M. Mamadi Doumbouya a eu un entretien à huis clos avec l'envoyé spécial du président russe. À l'issue de ce huis clos, le premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba a, sur instruction du président Mamadi Doumbouya, eu un tête-à-tête avec la délégation russe. Après cette entrevue, le ministre des Affaires étrangères, Dr Morissanda Kouyaté, est revenu sur les points essentiels de la rencontre. Nous avons reçu cette mission envoyée par le gouvernement de la Fédération de Russie et particulièrement par le président de la Fédération de Russie, son Excellence le président Vladimir Poutine. Il s'agit effectivement de la coopération, du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Et c'est dans ce cadre qu'il y a eu un appui de la Fédération de Russie au gouvernement, à la République de Guinée, à travers les deux armées. Mais en plus de cela, il y a eu aussi la discussion ici, en tête-à-tête avec le Premier ministre, pour approfondir la coopération dans tous les domaines. Et donc, à partir de maintenant, nous allons encore élargir nos relations et cette discussion aura lieu au fur et à mesure que les ministères seront impliqués. Le président de la République a rappelé les bonnes relations qui ont toujours existé entre nos deux pays depuis notre indépendance. Et dans les discussions, il a été aussi question de définir la nouvelle doctrine qui dit que la Guinée n'est ni pro ni anti un pays. Nous sommes ouverts à tous les pays dans la coopération, donc y compris la Russie, la Fédération de Russie et les autres États du monde. Avant tout, je veux dire merci beaucoup à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son accueil chaleureux. Nous avons parlé bien sur les problèmes de l'élargissement de la coopération politique, économique et militaire. Et aussi, nous avons dit merci à son Excellence, Monsieur le Président, pour sa position qu'il exprime envers les relations bilatérales avec la Fédération de Russie. Cet entretien s'est tenu au pavillon d'honneur de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Fin du séjour de travail de la 38e promotion de l'école d'état-major de Mali en Guinée, venue d'une dizaine de pays africains, dont le nôtre. Ce voyage fut un voyage de découverte et de renforcement de capacités. Pour couronner cette mission, un dîner gala est organisé pour un moment de retrouvailles avec les anciens élèves de cette école d'enseignement militaire du second degré. Adjudant-chef Oumar Kamara, il est correspondant de la presse militaire.
Après le ministère de la Défense nationale, l'état-major général des armées, de l'état-major de l'armée des terres, la gendarmerie nationale et de la direction générale des douanes, c'est le tour de l'état-major de l'armée de l'air, de l'école d'état-major Guinée et les usines militaires de confection de recevoir la 38e promotion du cours d'état-major de commandement du Mali dans le cadre de la poursuite de son voyage d'études. Cette immersion au sein de vos structures a indéniablement contribué à renforcer les compétences des stagiaires, l'élargissement de leur vision stratégique et opérationnelle. Cette visite illustre encore, une fois de plus, l'excellence des relations fraternelles, historiques qui unissent la République du Mali et la République de Guinée. Cette immersion, à la fois civile et militaire, a permis aux officiers et stagiaires d'enrichir leurs connaissances, d'élargir leur champ de compréhension des enjeux de nos jours et de consolider leur aptitude à exercer des responsabilités de haut niveau. Au cours de cette immersion, ces stagiaires et leur encadrement ont rendu une visite de courtoisie à l'ambassadeur du Mali à Conakry, où de fructueux échanges ont eu lieu sur l'environnement diplomatique, le rôle de l'attaché de défense et la coopération bilatérale entre la Guinée et le Mali. Ils se sont ensuite rendus successivement au musée national de Sandravalia, aux îles de Los Açores pour une visite touristique, à l'usine de fabrication de plastique de Topaz, au port sec de Frigadi, où est basé l'entrepôt malien, aux écoles militaires de Mania dans la préfecture de Koya, au Conseil national de la transition et à la direction générale de la police nationale. Cette visite a été marquée par une coopération entre les pays frères du Mali et de la Guinée. Donc globalement, tout s'est bien passé et ça a été vraiment un franc succès. C'est une opportunité pour ces jeunes gens de prendre contact avec les réalités de la vie. À l'occasion de cette visite d'études dans notre pays, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, fruit de cette école, a réaffirmé la solidarité du peuple guinéen auprès des émissaires du gouvernement malien suite aux attaques barbares perpétrées par des hordes dans plusieurs villes de ce pays frère qui ont coûté la vie au général de corps d'armée Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense nationale, ainsi que de nombreuses autres victimes. On est venu tout simplement aussi mettre notre main à côté de ceux qui ont eu la charge d'organiser cette visite et de dire félicitations pour le travail remarquable accompli et espérer que nos frères qui sont venus du Mali mais de d'autres pays ont pris du plaisir à visiter la Guinée. J'appartiens à la 24e promotion de l'école d'état-major de Koulikoro au Mali. Que le Tout-Puissant est l'âme de nos illustres disparus. Que la quiétude et la paix reviennent au Mali. Pour marquer le passage de la 38e promotion du cours de l'école d'état-major de Koulikoro et son commandement en terre africaine de Guinée, des cadeaux symboliques ont été échangés par les deux parties guinéennes et maliennes, signe de renforcement de la coopération militaire et de bon voisinage entre ces deux nations liées par l'histoire, la géographie et la culture au cours de ce dîner, gala organisé par la hiérarchie militaire, ici au mess des officiers du bataillon du quartier général. Dans le reste de l'actualité, les conseillers et directeurs responsables juridiques venus des départements sectoriels du pays suivent actuellement des cours liés à la revue des lois constitutionnelles et autres mécanismes en toile de fond, mieux coordonner les actions gouvernementales. C'est une initiative du secrétariat général du gouvernement. Morlaï Souma, Abakar Diaby. Après 3 jours d'échange d'expérience, les résultats de ce cadre de concertation et de formation des conseillers directeurs et responsables juridiques ont abouti à une conclusion satisfaisante. Cette rencontre a permis aux participants d'élaborer des dispositifs visant à sécuriser des actes normatifs de l'État. Sous le leadership du secrétariat général du gouvernement, l'initiative entend se pérenniser pour restaurer une bonne pratique de gestion administrative au niveau de tous les départements sectoriels. Il ne faut pas voir le travail d'un ministère seul, il faut voir ce caractère interopérable entre le législatif, le législateur, qui est au niveau législatif,
et au niveau de l'exécutif qui propose davantage beaucoup de textes, voyez-vous, non? Donc tout cela mis ensemble, ça peut diminuer la gravité et la probabilité d'occurrence des risques juridiques encourus. Ce partage d'expérience constitue une volonté collective pour renforcer le travail du conseil juridique au sein du gouvernement guinéen. Plusieurs lois institutionnelles sont passées en revue pour mettre ces acteurs au même niveau d'information, ce qui pourrait favoriser une meilleure gestion des projets structurants d'intérêt public au compte des 15 prochaines années, à travers le programme Simandou 2040. Des échanges et des recommandations qui ont été formulées nous permettent d'espérer que si nous mettons en pratique tout ça, que nous aurons un socle normatif favorable à l'accompagnement des projets de développement, notamment le programme de développement Simandou 2040, qui est l'engagement collectif, conformément à la vision du chef de l'État, de développer notre pays. C'est un réseau de conseils juridiques qui voit le jour. Il va désormais coordonner les actions gouvernementales afin de répondre aux aspirations du peuple de Guinée. Le réseau prend en compte plusieurs aspects en lien avec des outils de la nouvelle technologie, de l'information et de la communication, comme l'intelligence artificielle. Rajeunir et féminiser l'administration publique au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Des jeunes récemment nommés étaient à Kindia. Ils apprennent les techniques liées au leadership, la maîtrise du cadre organique et la déontologie de leur département de tutelle. Amadou Touré, Abdourazak Souma. Ils sont 54 nouveaux administrateurs territoriaux concernés par ce programme au compte du centre de Kindia. Pendant 3 jours, ils vont bénéficier d'une série de formations sur leur rôle et responsabilités dans l'exercice de leurs fonctions respectives dans la gouvernance locale. Pour cette première étape, ça concerne les préfectures et il y a une seconde étape qui va concerner les régions. Notre attente au sortir de cette formation, c'est vraiment voir que les guichets qui sont souvent signalés dans les préfectures entre ces 3 acteurs puissent être minimisés et qu'ils puissent s'impliquer pleinement pour le développement des collectivités dans l'intérêt du pays. Les modules enseignés portent sur la décentralisation et la déconcentration, la maîtrise du cadre organique des administrations régionales, préfectorales et sous-préfectorales du pays et la déontologie de la fonction d'autorité administrative territoriale. On prépare un préfet, on prépare un secrétaire général, on prépare un gouverneur, on prépare un sous-préfet. C'est en le préparant qu'il peut exercer le mieux les missions qui lui sont attendues et donner le résultat à l'État. La notion principale qui crée souvent des problèmes aujourd'hui, qui est la notion de décentralisation et déconcentration, leur dire que c'est les 2 faces d'une même monnaie, sans laquelle l'autre n'a pas de valeur. En plus de ces notions, ces nouveaux administrateurs territoriaux, essentiellement composés de secrétaires généraux de préfecture, les chefs de cabinet de préfecture et les directeurs préfectoraux de l'administration du territoire et de la décentralisation, vont être aussi outillés sur les notions de principes et directives constitutives de la déontologie de l'administrateur territorial. Après leur installation, les membres des sous-commissions régionales des frontières de l'AB suivent actuellement une session de formation sur la sécurité des populations dans les zones frontalières. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pilote également l'exercice. Sarafdine Diallo, Nabila Moussa Kamara. À l'AB, la commission régionale des frontières se met en ordre de bataille. Objectif, mieux coordonner la prévention, gérer les mécanismes de résolution des conflits et renforcer la sécurité dans les zones transfrontalières. L'installation et la remise à niveau de ses membres donnent le coup d'envoi d'une nouvelle dynamique. Ici, à l'AB, nous sommes venus dans le même cadre installer la commission sous-régionale des frontières, ensuite former les membres de cette commission sur le fonctionnement des attributions de la Commission nationale des frontières fixées dans le décret 0035. En Guinée, chaque région frontalière dispose désormais d'une commission dédiée placée sous l'autorité du gouverneur. Une architecture pensée pour une réponse rapide et coordonnée sur le terrain. Nous, à l'environnement, nous avons toujours des problèmes de frontières. Nous errons les animaux qui ne connaissent pas les limites des frontières.
Nous aurons des communautés et des forêts classées, forêts communautaires, des terroirs villageois au niveau des zones frontières. Donc nous nous réjouissons à plus d'un titre que cette commission existe. Avec la mise en place de la commission nationale des frontières de Guinée, nous allons prendre toutes les préoccupations en tant qu'administrateur territorial. Nous allons remonter les informations minute par minute, seconde par seconde, et ça va nous permettre de mettre non seulement ensemble, pacifier les frontières. Située au carrefour du Mali et du Sénégal, la région de la baie vit au rythme des échanges transfrontaliers. L'agriculture et l'élevage y dominent, mais ces activités s'accompagnent aussi d'enjeux sécuritaires que les autorités entendent mieux encadrer. En déplacement, le ministre de l'Énergie sur le chantier du barrage hydroélectrique d'Amaria qui avance bien, Laïsekou Kamara s'est rendu sur le site des travaux de cet ouvrage de 300 MW dont l'urgence demeure les lignes de transport électrique. Alassane Tondon Kamara, Nabi Kamara. Cap sur Amaria, le ministre de l'Énergie, Laïsekou Kamara, est venu s'assurer de l'évolution des travaux de construction du barrage hydroélectrique. Un projet majeur de 300 MW destiné à renforcer la capacité de production nationale. Au point de vue projection, nous allons tenir le délai en respectant effectivement les dates fixées pour la réalisation de ce projet. Déjà en août 2027, le premier groupe sera lancé, donc on aura 100 KVA. Septembre, octobre, on lancera le deuxième groupe et en décembre le troisième groupe. Donc en fin 2027, on aura les 300 MW disponibles. Sur le terrain, le ministre a sillonné les différentes composantes du chantier, des ouvrages de génie civil à la zone de la future centrale. Vous savez, ce barrage aujourd'hui, c'est un barrage de 300 MW où on a un calendrier en 2027 où le premier groupe doit être prêt. Avec ce projet, la Guinée va être alimentée à 100% par notre propre énergie. Donc c'est pour cela que nous accélérons ce projet pour qu'en 2027, tout le pays puisse être alimenté par nos barrages hydroélectriques. Il y a une semaine, on a lancé le projet de Kamisaya. Et dans le projet de Kamisaya, nous avons aussi lancé la ligne de l'INSAM à Dabola. Et cette ligne va permettre d'envoyer l'énergie de Amaria en Haute-Guinée. Et je pense que c'est un projet qu'il faut encourager. Donc ce matin, nous sommes venus voir et ça avance selon le calendrier. Avec les responsables du projet et les entreprises en charge des travaux, le ministre a passé en revue le planning global. L'objectif est d'harmoniser le calendrier de construction du barrage avec celui des lignes d'évacuation d'énergie vers le réseau interconnecté. L'accès à l'eau potable à Conakry est un véritable parcours du combattant pour certains ménages dans la commune urbaine de Tombolia. Par exemple, certaines installations de la SEG sont touchées par les travaux entrepris sur la voie urbaine, plongeant ainsi plusieurs secteurs dans une pénurie d'eau. Explication, Isiaga Kamara, Amadou Bailobari. Nous sommes à Tombolia. Ici, trouver de l'eau potable est devenu un véritable casse-tête pour les citoyens. Un phénomène dû à la destruction des installations de la Société des eaux de Guinée par d'autres sociétés industrielles et de la voirie urbaine. Ces citoyens victimes appellent au secours pour pouvoir avoir aussitôt que possible de l'eau potable dans leur maison. Je suis à la quête de l'eau potable. À Tombolia ici, depuis que les travaux de route ont commencé, ils ont détruit tous nos tuyaux d'eau. Nous ne pouvons plus rester sans eau. Nous sollicitons l'aide du gouvernement pour résoudre ce problème d'eau à Tombolia. Ceux qui construisent des routes, leurs machines ont gâté les installations de la SEG. En tant qu'autorité locale, nous demandons à la SEG et aux autres parties de nous trouver une solution afin que nos concitoyens puissent avoir de l'eau potable. Pour les représentants de la Société des eaux de Guinée, ici à Tombolia, ce phénomène est devenu une monnaie courante, faisant du service d'addiction d'eau potable aux paisibles citoyens très déficitaire, malgré tous les efforts que la SEG ne cesse de fournir. Sur le terrain, on a constaté que nos tuyaux sont complètement vandalisés par une entreprise qui est en train d'effectuer les travaux routiers. On n'a pas resté comme ça. Aussitôt, j'ai appelé le directeur général de la Société des eaux de Guinée. Et quand je l'ai informé, il a mis toutes les directions en branle pour que nous venions voir sur le terrain et s'enquérir des réalités. Alors, on a arrêté les travaux jusqu'à ce que nous trouvions un terrain d'entente. Selon les constats sur le terrain, la SEG est confrontée à plusieurs problèmes relatifs à l'occupation anarchique de ces sites.
par des sociétés qui se disent avoir des papiers légalisant leur installation et leurs activités. Une situation qui mérite une révision globale pour que la SEC puisse couvrir toute la demande exprimée en addiction d'eau potable. En province, installé en plein cœur de la ville de Kankan, le siège de l'antenne régionale de l'Agence nationale de financement des collectivités mises en service, l'édifice moderne vient ainsi couvrir tous les champs de compétences de cette structure actrice de développement à la base. Les défis et les perspectives de l'ANAFIC étaient au cœur de la cérémonie d'inauguration. RTG Kankan, Djamoukaba. Entre les bureaux de la municipalité et ceux de la préfecture de Kankan, un nouveau bâtiment imposant pour faire face aux défis de la gouvernance locale. En réalité, c'est un moment d'une promesse renouvelée pour officiellement mettre en service le siège régional de l'Agence nationale de financement des collectivités locales. Un moment très attendu pour offrir de nouvelles possibilités aux agents. Monsieur le secrétaire général, au-delà de l'infrastructure que vous avez devant vous, vous avez d'abord un symbole de l'État. Symbole de l'État parce que travailleront dans ce bâtiment des commis de l'État qui auront en charge non seulement l'accompagnement des collectivités dans la planification de leur action de développement, mais également la possibilité de faire financer les actions telles que planifiées et de façon participative. Cet édifice inscrit au cœur des priorités du ministère de l'administration du territoire affiche le souci de l'efficacité et de la proximité pour une administration sérieuse et ambitieuse. Nous allons continuer ce genre de processus, faire en sorte que l'ANAFIC, qui est le bras armé du MATD, du ministère de l'administration du territoire, en termes de réalisation infrastructurelle, se rénove aussi et ait une vision qui, disons, s'arrime totalement avec le programme Simandou, c'est-à-dire développer, n'est-ce pas, nos régions, valoriser le capital humain, mais faire du développement local également le levier, n'est-ce pas, du développement économique endogène que nous voulons pour notre pays. Ce projet d'extension du siège régional de l'ANAFIC à Kankan reflète la volonté politique d'amélioration du service public au profit des collectivités locales, un atout majeur pour le développement et la modernisation des services publics. Ici à Conakry, rénovation et extension de la paillote, les travaux se poursuivent. Le ministre de la Culture et du Tourisme, Moussa Moïse Silla, s'est rendu sur le chantier au cours de la visite. Une forte somme des anciens billets de 500 célis a été découverte sous le sous-sol. Ousmane Ba, Salifou Silla pour en savoir davantage. Ici, c'est le site qui abritait la paillote, le lieu des grands rendez-vous à l'époque du Premier Régime. Depuis le lancement des travaux de rénovation et d'extension, les bâtiments sortent de terre et les travaux se poursuivent. Nous avons 8 bâtiments à faire ici. Et à date, les 7 bâtiments sont en pleine construction actuellement. Et les travaux suivent leur cours. Et nous réaffirmons notre engagement par rapport au respect du cahier de charge et le délai contractuel. Les autorités sont décidées à redorer le blason de la paillote avec toutes les commodités. Une renaissance de ce lieu de loisirs, symbole de l'histoire contemporaine de la Guinée. Il était donc extrêmement important pour nous de matérialiser ce projet conformément à la vision du président Mamadi Doumbouya. Ici, il y aura une grande salle qui va pouvoir, avec une sorte de mezzanine à l'intérieur, qui va pouvoir recevoir du monde en bas et en hauteur. Et l'ancienne salle que nous avions ici, le doyen nous informait que bourré, ça n'accueillait que 500 personnes. Nous aurons une salle avec une capacité d'accueil de 1200, n'est-ce pas? Oui. Et une salle moderne, avec toutes les commodités propres à une salle de spectacle. Et ce sera la salle du live. Au-delà de la renaissance de la paillote, l'on découvre un trésor caché qui montre le caractère mémorial du site. Plusieurs anciens billets de banque sous le sol. Des billets de 500 célis. La plus grosse coupure de la monnaie guinéenne de l'époque. Des billets qui vont être conservés au musée national, selon le ministre Moussa Moïse Silla.
En région forestière, des infrastructures de transformation et de conservation des produits locaux pour les communautés rurales de Djéké, Boé, préfecture de Youmou. C'est dans le cadre du projet Village Zéro Faim, l'idée de renforcer la sécurité alimentaire dans ces différentes localités. Mohamed Salioupa et Mohamed Lamine Diallo, lancé Kamisoko. Magasins de stockage et aires de séchage, ces nouvelles infrastructures communautaires constituent désormais un levier essentiel pour la valorisation des productions agricoles locales. Financés par la République de Corée, ces ouvrages ont été réalisés dans le cadre du projet Village Zéro Faim, mis en œuvre par le Programme alimentaire mondial en partenariat avec l'OCPH. Objectif, réduire les pertes post-récolte et améliorer les conditions de conservation. Les actifs que nous remettons aujourd'hui ne sont pas seulement des infrastructures physiques. Ils représentent le fruit d'un partenariat solide, d'un travail collectif et d'une vision partagée de développement local durable. La cérémonie de remise officielle de ces infrastructures a mobilisé autorités administratives, responsables locaux et populations bénéficiaires, témoignant de l'importance de cet appui pour le développement agricole de ces localités pour une meilleure autonomie alimentaire et économique. Le développement rural, la sécurité alimentaire et l'amélioration des conditions de vie des populations au cœur de l'action publique. Les ouvrages que nous réceptionnons aujourd'hui s'inscrivent pleinement dans cette vision nationale. Nous remercions très sincèrement l'institution PAM qui a mis en œuvre tout le financement exécuté par l'OCPH. Nous sommes très ravis, comblés de joie. Avec ces nouvelles infrastructures, Djéké et Boé disposent désormais d'outils concrets pour transformer, conserver et mieux valoriser leurs productions agricoles, ouvrant ainsi la voie à un développement rural plus durable et inclusif. À présent, parlons de la tenue de la session ordinaire du Conseil d'administration de l'Office guinéen du bois, instance stratégique dans la circulation, la transformation et la vente des produits forestiers, une entité qui s'est lancée dans de profondes réformes du secteur et de nouveaux objectifs ont été fixés pour cette année. Mamadou Alpha Baldé. Engagé dans une vaste réforme du secteur bois, l'Office guinéen du bois compte maintenir le cap et accélérer les réformes cette année. À travers cette session ordinaire de son conseil d'administration, le bilan des activités réalisées est présenté et les objectifs pour cette année fixés. À travers nos délibérations sur les budgets, les comptes financiers, les plans d'action et les procédures internes, nous sommes les garants de la transparence, de la redevabilité et de l'exemplarité de l'action publique. L'Office guinéen du bois occupe une place stratégique dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de transport, de commercialisation, de transformation et de préservation des ressources forestières. Il joue également un rôle déterminant dans le renforcement des mécanismes de contrôle et de traçabilité du secteur. Ici, les travaux ont permis de procéder à la revue du plan d'action annuel et le remaniement du budget prévisionnel 2026 en vue de son approbation. L'équipe prévoit de faire le suivi des 101 hectares de plantation de bois d'œuvre et nous envisageons encore de faire le reboisement de 150 hectares pour la plantation de bois d'œuvre d'énergie. Le LIB reste engagé pour une filière bois durable en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Nous appelons tout le monde à fournir d'efforts, à être vraiment dynamique sur le terrain pour les meilleurs résultats. Aujourd'hui, l'Office guinéen du bois entend s'inscrire dans une dynamique d'exploitation forestière responsable, entièrement tournée vers la durabilité. Le projet Simandou, considéré comme l'un des plus grands projets miniers au monde, continue de susciter de nombreuses attentes en Guinée. C'est ainsi que des chercheurs locaux lancent un projet dénommé Atlas sur la conservation du potentiel géospatial de l'écosystème du corridor Simandou au port de Moribaya. Il s'agit d'élaborer un atlas pour expliquer les différentes étapes de ce méga projet. Alpha Yassila.
Nous sommes dans l'amphithéâtre du Centre de recherche marine et côtière de Guinée, CEREMAC, ex-CERESCOR. Ici, la plupart des chercheurs de Guinée étaient présents à ce rendez-vous de lancement de ce projet emblématique qui concerne la conservation de potentiels écosystèmes du corridor ferroviaire du méga-projet Simandou-Moribaya associé à la lutte contre la pauvreté. Ce corridor au cœur de grandes transformations économiques en cours dans notre pays recèle d'importants enjeux écologiques et socio-économiques. Il abrite une biodiversité remarquable, des écosystèmes fragiles, mais aussi des communautés dont les moyens d'existence dépendent étroitement des ressources naturelles. Ce projet de recherche est élaboré en tant qu'un atlas qui tient compte des démarches participatives, communautaires et scientifiques. Le projet Simandou 2040 est souvent présenté comme le plus grand gisement de fer à haute teneur du monde. Certes, sa richesse souterraine est exceptionnelle, mais nous savons tous ici qu'au-dessus de ce sous-sol se déploie un trésor tout aussi vital. Nos forêts classées, nos savanes, nos cours d'eau, notre faune et notre flore endémique. Le Centre de recherche maritime et côtière qui a été largement présenté est une institution publique de recherche capable de produire des connaissances de qualité, à renforcer les capacités nationales et à contribuer efficacement à l'élaboration de politiques publiques éclairées. 7e art, le projet de production du court-métrage s'élance sur l'abandon du mariage précoce diffusé à l'espace Sorikandia Kouyaté. Cette mise en scène évoque les conséquences liées au mariage d'enfants dans nos différentes communautés. La fondation Soulbanks Manamba Kanté pour l'humanitaire appuie ce projet pour une réinsertion, pour une meilleure réinsertion des potentielles victimes. Nabila Moussa Kamara. Au Centre culturel franco-guinéen, la Fondation Soulbanks Manamba Kanté pour l'humanitaire, en partenariat avec plusieurs organisations engagées contre le mariage des enfants, a procédé à la diffusion du court-métrage Célélan. Ce film met en lumière les conséquences néfastes du mariage précoce sur l'avenir des jeunes filles, notamment en matière d'éducation et d'épanouissement. La Fondation Soulbanks Manamba Kanté fait partie aussi de ces partenaires que nous soutenons. En ce qui concerne le court-métrage, c'est un outil de sensibilisation. Et parmi nos 16 partenaires que nous accompagnons, les artistes jouent un peu le rôle d'ambassadeurs parce qu'ils utilisent leur influence pour passer un message. La projection du court-métrage a été suivie d'un panel d'échanges et de prestations artistiques. À travers leurs interventions, les participants ont mis en avant la problématique des enfants non scolarisés et déscolarisés, désormais au cœur des préoccupations. Avec ce court-métrage, le message a été très bien véhiculé. Ce n'est pas la première fois. Nous avions fait une première partie, un premier film que nous avons diffusé dans cette salle-là, qui n'est pas encore disponible sur les plateformes, mais dans les jours qui viendront, on mettra tout ça sur les plateformes. Aujourd'hui, c'est une manière pour nous de sensibiliser. La Fondation Soulbanks Manamba Kanté pour l'humanitaire poursuit ses actions de sensibilisation contre le mariage des enfants avec plusieurs initiatives déjà réalisées et d'autres en cours en faveur des jeunes filles. Pèlerinage chrétien à Bofa. Sur place, les 5 diocèses du pays ont organisé un panel avec plusieurs thématiques liées à la vie sociale et spirituelle. Les pèlerins ont été largement informés, sensibilisés sur l'importance de la cohabitation entre les différentes religions. Abraham Christophe Conté, envoyé spécial. Sur le site du sanctuaire marial de Bofa, les représentants des 5 diocèses de Guinée sont autour de la table de fraternité. Ils débattent du thème central du pèlerinage. Il est axé sur l'Église famille de Dieu en Guinée. Avançons ensemble en eau profonde dans la foi et l'espérance vers le jubilé des 150 ans de l'évangélisation. L'idée consiste à proposer des pistes de solutions face aux problèmes qui assaillent la vie de l'Église universelle, mais également l'Église en Guinée. Ce sont
non seulement des thèmes qui valorisent ce qui est fait actuellement dans chacune de nos églises particulières, mais c'est également des thèmes qui aident à aller de l'avant, à aller en eau profonde, c'est-à-dire à affronter les défis de l'évangélisation dans notre pays. À travers des panels, plusieurs thèmes spécifiques sont abordés par chaque diocèse. Tous ces thèmes sont là pour mieux parler de la vie de l'Église et des diocèses, ainsi que le rôle de l'Église dans la consolidation de la paix et de l'unité nationale pour encore préparer l'avenir de l'Église universelle en Guinée. On nous a fait comprendre comment le vécu est en train d'être fait dans les Bruxelles par les fidèles et par les clergés, par les pasteurs. On a demandé l'unité des pasteurs pour que notre évangélisation soit effectivement parfaite. Nous avons pu accueillir les différents diocèses qui, dans la phase de préparation de ce jubilé, ont préparé des thèmes qui tournaient sur l'espérance, sur l'unité, sur la prière, afin d'affirmer, de réaffirmer que si jamais l'Église catholique a tenu jusque-là, c'est parce que le soutien fort, c'est Dieu lui-même. Au terme des exposés, plusieurs recommandations ont été formulées par les prêtres conférenciers, notamment le renforcement de la collaboration entre les diocèses et les autorités religieuses à tous les niveaux, ainsi que l'implication accrue des fidèles dans les actions communautaires. Cette rencontre est aussi une étape importante pour harmoniser les actions en faveur des religions en Guinée. Les prêtres représentants des 5 diocèses de Guinée ont manifesté une volonté commune de contribuer activement au développement humain et spirituel du pays. Les ressources naturelles africaines au centre de nombreux enjeux entre exploitation, encadrement juridique et retombées économiques. Le défi est de taille. Pour y répondre, experts et décideurs étaient en concertation à Conakry pour mieux organiser le secteur et garantir une gestion plus efficace et responsable. Diana Yansane. Cette rencontre de haut niveau réunit experts, praticiens du droit, décideurs publics et acteurs du secteur extractif autour d'un objectif commun. Renforcer la sécurité juridique, améliorer la gouvernance et promouvoir des pratiques responsables et durables dans l'exploitation des ressources minières et énergétiques. Cette rencontre se veut un cadre privilégié d'échange, de partage d'expériences et de réflexion approfondie entre praticiens du droit, experts et acteurs du secteur. Elle traduit notre volonté commune de renforcer la sécurité juridique, d'améliorer la gouvernance et de promouvoir les pratiques responsables et durables. Cette 4e édition s'inscrit dans la continuité des précédentes avec une ambition renouvelée. Améliorer la qualité des interventions, enrichir les débats et surtout générer un impact concret sur les politiques publiques et les pratiques du secteur. Ces événements pareils constituent des espaces pour permettre à notre justice, à travers les différents experts, de vendre l'image du pays et de montrer que nous avons toutes les normes normatives pour vendre le pays. Une opportunité de venir à cette 4e édition du week-end africain du droit minier et de l'énergie, partager la vision du président de la République concernant le développement du secteur minier, de l'énergie en Guinée, l'ensemble des instruments juridiques et l'ensemble des réformes qui ont été engagées dans le secteur minier de la Guinée depuis ces 5 dernières années. À l'issue de cette rencontre, l'accent sera mis sur des recommandations fortes capables d'accompagner les États dans la gestion optimale de leurs ressources naturelles. Au pays de la Teranga, la valorisation des compétences de la diaspora guinéenne est au centre de la 2e édition du Forum de l'étudiant guinéen au Sénégal entre difficultés d'insertion professionnelle des talents formés à l'étranger et l'engagement à mettre leurs compétences au service du développement de leur pays d'origine. Étudiants, experts et autorités échangent sur des pistes de solutions. Reportage à Dakar, Mabinti Kamara.
Dakar, la communauté estudiantine guinéenne s'est réunie pour la 2e édition du Forum de l'étudiant guinéen au Sénégal, une initiative de l'amicale des élèves, étudiants et stagiaires guinéens. Placée sous le thème de l'engagement de la diaspora pour le développement de la Guinée, la rencontre a mis en lumière les difficultés d'insertion socio-professionnelle des diplômés formés à l'étranger. On est parti d'un constat parce que la diaspora estudiantine guinéenne ici au Sénégal constitue pour nous un vivier important de compétences pour notre pays, la Guinée. Mais malheureusement, ces jeunes aujourd'hui rencontrent des difficultés d'obtention de stage et même par manque d'orientation professionnelle. Donc c'est dans ce cadre qu'on a organisé cette 2e édition du Forum d'étudiants guinéens au Sénégal qui a pour objectif de créer aujourd'hui ce cadre annuel de concertation et d'orientation pour promouvoir la compétence de la jeunesse guinéenne au Sénégal, mais surtout pour encourager son implication pour le développement socio-économique de notre pays, la Guinée. De leur côté, les experts et autorités ont appelé à renforcer les mécanismes favorisant le retour et l'intégration des diplômés. La jeunesse guinéenne, la diaspora guinéenne est une diaspora qui est multiforme et qui est extrêmement douée avec le nouveau plan national de développement et les efforts qui sont faits sur le terrain. Aujourd'hui, les jeunes Guinéens qui sont dans la diaspora rêvent de pouvoir rentrer pour appuyer leur pays. Notre présence dans ce forum est dans la logique de réaffirmer le soutien des autorités nationales et, disons, à toute la communauté guinéenne vivant à l'étranger et particulièrement au Sénégal. Donc, ce fut vraiment un plaisir pour nous d'échanger avec eux, notamment sur l'insertion socio-professionnelle des étudiants diplômés à l'étranger et qui souhaitent repartir en Guinée. Plus qu'un simple espace de discussion, ce forum se veut un appel fort, inviter les étudiants guinéens du Sénégal à rentrer au pays et à mettre leurs compétences au service de la nation. Direction Abidjan, plus précisément dans la cité culturelle d'Anoumambo avec les échos du festival des musiques urbaines. La structure Gaou Production et la fondation Magic System chapeautent l'événement. Parmi les invités de cette 18e édition, l'humoriste guinéen Bapa Oumar à travers une prestation haute en couleur sur le plateau du Femia Comedy Show. Il s'est illustré comme l'une des figures majeures de la nouvelle génération d'humoristes africains. Mohamed Bangoura, Abdoulaye Diallo. Tu t'appelles comment? DJ Congélateur. Le FEMIA innove avec le lancement du FEMIA Comedy Show, une nouvelle scène dédiée à l'humour. Après 18 ans d'existence du festival, pour cette première, une dizaine d'artistes venus de plusieurs pays africains, dont l'humoriste guinéen Bapa Oumar, ont partagé la scène. Un moment de rire et de convivialité entre le public et les comédiens. Ce soir, nous avons vécu un moment inoubliable pour le FEMIA et pour tous les Ivoiriens. Et c'est ce genre de soirée qu'on aimerait voir. Il y avait une communion dans la salle. Cela a confirmé encore que le FEMIA devient de plus en plus un festival d'intégration qui mélange tous les peuples, qui fait passer un message. Le message de la fraternité, de l'unité, de l'union, de l'amitié. On sait tous ce que signifie le FEMIA. Et on connaît l'immensité de la carrière de Magic System. Donc si quelqu'un comme Assalfo, qui est aujourd'hui une légende de la culture africaine dans sa généralité, fait appel à des artistes humoristes de l'Afrique, c'est plus qu'un honneur. On comprend que notre travail est apprécié, que nous fassions partie d'un festival de musique. C'est extrêmement important pour nous en matière de confiance et de visibilité. Organisé dans la salle de l'Institut français d'Abidjan, cette soirée a offert aux spectateurs un moment de détente, confirmant le succès de cette nouvelle initiative, saluée par les professionnels de l'humour. Le FEMIA, à travers son commissaire général, Assalfo, qui lui-même aime bien l'humour, c'est aujourd'hui donner une telle opportunité à des humoristes africains. Et je pense que c'est à saluer, c'est à encourager. Pour cette 18e édition du FEMIA, le lancement officiel des activités a réuni autorités et acteurs de la scène culturelle. Le Gabon est le pays invité d'honneur et le thème retenu est l'intelligence artificielle, menace ou opportunité pour l'Afrique. Les activités se poursuivront jusqu'au 3 mai à Abidjan
précisément dans la commune de Marcory. Enfin, la 10e édition des Jeux universitaires de Guinée s'achemine vers son épilogue. Ce vendredi, les regards étaient tournés vers les épreuves de cyclisme et de marathon entre endurance, engagement, esprit de compétition. Étudiants et encadreurs ont répondu présents à l'appel des organisateurs. Kadiatou Traoré. C'est une forte mobilisation sportive sur cette esplanade du 1er novembre. Étudiants et enseignants prennent part au marathon et le tour cycliste avec pour point d'arrivée l'université Gamel Abdel Nasser de Conakry. À cette activité sportive, on note la présence du secrétaire général et plusieurs cadres du département de tutelle. J'avoue qu'il y a eu assez de bonnes surprises. C'est le lieu vraiment de féliciter la direction de mise en œuvre de ces Jeux. Donc nous avons des intellectuels que nous sommes en train de former. Et ces intellectuels-là doivent en fait aussi associer en fait à leur pratique quotidienne le sport. Les 5 axes d'intervention du programme Simandou, c'est éducation et la culture aussi. C'est en fait quelque chose qui nous permet de mieux nous affirmer. À l'issue des épreuves fatidiques, les gagnants de cette 10e édition des Jeux universitaires, dans son volet marathon et cyclisme, sont récompensés. Cette fois-ci, ils ont fait beaucoup d'innovations et de surcroît, la marche de ce matin-là, ça a permis à tous les encadreurs, à toutes les délégations de se réveiller, de faire le sport du 1er novembre jusqu'à Gamal. C'était vraiment beau. Depuis l'année passée, j'ai voulu participer, mais là, je n'ai pas pu. Mais cette année, j'ai vu l'occasion et puis je l'ai saisi. Je savais que j'allais gagner et c'était comme ça. Lancé depuis le 19 avril dernier, ces Jeux universitaires ont mis aux prises 21 institutions d'enseignement supérieur, publics et privés, avec la participation de 1633 étudiants. Cette 10e édition aura tenu toutes ses promesses entre branchage universitaire, détection de talent, mais aussi et surtout la promotion du sport en milieu universitaire. Et c'est ainsi que se termine ce journal. La grand a été le plaisir pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.